Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère qu'elle vous apportera du bonheur et de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Moi, je mise beaucoup d'espoir sur cette nouvelle année parce que j'ai plein de projets qui soient à la fois personnels ou professionnels ou même pour cette chaîne. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous dire un énorme merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Vous vous rendez pas compte à quel point ça compte pour moi. C'est juste trop fou parce que quand j'ai commencé cette chaîne il y a quelques mois, je pensais que ça intéresserait à peu près personne de m'écouter et vraiment de voir que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre et à commenter et à m'encourager, ça me fait tellement plaisir. Donc un énorme merci à chacun d'entre vous. Allez, du coup on enchaîne avec la vidéo du jour où je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en France au XVIIe siècle. C'était plutôt en fait Paris et aux alentours, notamment à Versailles. C'était sous le règne de Louis XIV et il s'agit d'une affaire d'empoisonnement et de véritable chasse aux sorcières. Alors vous connaissez la recette maintenant, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. Tout commence en 1672 à la mort d'un personnage qui s'appelle Gaudin de Sainte-Croix, qui est un officier de cavalerie et aussi un aventurier. Et dans ses affaires, on va retrouver des lettres qui appartiennent à sa maîtresse, qui s'appelle la marquise de Brinvilliers, où elle reconnaît avoir empoisonné son père et ses deux frères avec un mélange d'arsenic et de bave de crapaud afin de les tuer et d'obtenir leur héritage. En fait, à la base, c'est Gaudin lui-même qui a appris à Marie-Madeleine de Brinvilliers à préparer le poison qu'elle a utilisé pour tuer sa famille. Mais comme par la suite elle s'est endettée et que les relations entre les deux amants se sont carrément tendues, il a commencé à craindre qu'elle essaye de l'empoisonner lui. Et c'est pour ça qu'il a amassé en fait plein de documents, de lettres, etc. qu'il a mis dans une boîte au cas où il meurt dans des circonstances un petit peu suspectes et qu'on puisse retrouver que c'était elle. Mais manque de peau entre guillemets pour Gaudin et la marquise, il va décéder dans des circonstances tout à fait naturelles, mais on va quand même retrouver les documents. Les autorités vont être averties de cette découverte et c'est là qu'on va commencer à mettre à jour des pratiques un petit peu étranges et douteuses. Alors évidemment en France on veut traduire la marquise de Brinvilliers en justice, mais cette dernière s'exile d'abord à Londres, ensuite en Hollande et ensuite elle se réfugie dans un couvent à Liège. De son côté, La Chaussée, qui était le valet de Gaudin de Sainte-Croix, est suspecté d'avoir été un complice dans toute cette affaire et finalement il va reconnaître qu'il a servi à plusieurs reprises comme tueur à gages. La marquise va finalement être arrêtée et extradée et on découvre des lettres supplémentaires dans lesquelles elle avoue à nouveau qu'elle a commis certains meurtres mais aussi des avortements et des actes de pyromanie, mais elle va totalement nier en disant qu'elle a écrit ça sous un coup de folie. Du coup, elle va être torturée d'une manière absolument atroce. On l'attache toute nue sur une table et on lui fait avaler des litres et des litres d'eau jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer tous ses crimes. Ensuite, il y aura un long procès qui débouchera sur une condamnation à mort et l'exécution de la marquise de Brinvilliers et de La Chaussée. 7 années plus tard, en tout cas après le début des faits puisqu'on est 3 ans après la mort de la marquise de Brinvilliers, on est en 1679 et une femme nommée Marie Bosse, qui est très connue pour être voyante, est à une soirée où elle a un peu trop bu et elle commence à se vanter d'être une empoisonneuse. Elle est alors arrêtée et elle va dénoncer plusieurs autres empoisonneuses, dont Catherine Deshay, qui est la veuve d'Antoine Monvoisin, plus connue sous le surnom de Lavoisin, qui va elle aussi être arrêtée le 12 mars 1679. C'est vraiment à ce moment-là que l'affaire éclate totalement, il va y avoir plein de grosses révélations, avec notamment plein de femmes assez haut placées dans la société qui seraient impliquées dans des histoires d'empoisonnement, et du coup un tribunal spécial va être créé qui s'appelle la Chambre Ardente. Lavoisin, c'est une femme qui avait commencé sa carrière en tant que sage-femme et elle est devenue veuve très vite,
du bijoutier Antoine Monvoisin et ensuite elle est devenue extrêmement riche grâce à une carrière de chiromancienne, c'est-à-dire les personnes qui lisent l'avenir dans les lignes de la main, qui tirent les cartes, qui tirent l'horoscope, etc. Et dans la préparation de poisons qui était surnommée la poudre de succession, donc je vous laisse un petit peu comprendre ce que ça signifie, qu'elle préparait elle-même avec l'aide de la Vigoureux qui était une autre empoisonneuse, une autre sorcière on va dire, qui elle possédait les grimoires dans lesquels il y avait les recettes pour ces potions mortelles. On dit aussi qu'elle pratiquait les avortements, ce qui était absolument interdit et très fortement réprimé à l'époque. La voisine, elle vous recevait au fond de son jardin dans sa demeure au numéro 23-25 de la rue Beauregard à Paris. Et les gens venaient la voir en fait soit parce qu'ils voulaient connaître leur avenir, soit parce qu'ils cherchaient à se débarrasser de quelqu'un, que ce soit donc un enfant par les avortements, mais aussi un mari, un ennemi, etc. Elle dit elle-même avoir enterré dans son jardin ou brûlé dans son four à distiller près de 2500 fœtus. Alors parmi cette énorme affaire, il y a vraiment un scandale qui est encore plus impressionnant que les autres on va dire, mais c'est basé sur des accusations qui viennent de la fille de la voisine, donc on n'a pas de preuves vraiment tangibles, c'est que des témoignages, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais certaines personnes ont dit que la voisine aurait aidé Madame de Montespan avec certains rites très bizarres. Madame de Montespan, pour vous situer un petit peu de qui il s'agit, c'était la maîtresse de Louis XIV dont elle a eu 7 enfants. De tous les récits qu'on en a, eh bien ça semblait vraiment être une femme assez spéciale avec un caractère extrêmement fort. Elle était capricieuse, elle était autoritaire, orgueilleuse, jalouse, elle n'hésitait pas à se moquer des autres. D'ailleurs, à la cour, elle faisait vraiment peur à plein de gens. Et puis avec le temps qui a passé et les nombreuses grossesses qu'elle a eues, eh bien sa beauté s'est entre guillemets un petit peu fanée et elle a eu de la concurrence avec d'autres maîtresses du roi, notamment Madame de Maintenon qui était vraiment comme tout l'inverse de Madame de Montespan. Genre elle était hyper axée sur la religion, sur la morale, etc. Et puis il y avait aussi la très jeune et très fraîche Mademoiselle de Frontange qui était la protégée de Montespan. Bref, tout ça a amené Madame de Montespan et Louis XIV à s'éloigner un petit peu et ce serait à ce moment-là qu'elle aurait eu recours à des messes noires aidées de la voisine afin de reconquérir le cœur du roi mais aussi le pouvoir. Vous le savez déjà très certainement, mais je tiens quand même à le redire, tout ce qui était crime contre la religion à l'époque, donc les messes noires, les rites un peu sataniques, tout ça, c'était extrêmement mais extrêmement mal vu et condamné. Enfin bref, donc on raconte qu'il y aurait eu apparemment 3 cérémonies avec Madame de Montespan où elle arrive quelque part, elle s'allonge nue et puis les personnes racontent des incantations et il y aurait eu un sacrifice de nourrisson à chaque cérémonie. Donc au-dessus de son corps nu, on aurait récupéré le sang des nourrissons et elle l'aurait bu mélangé à du sang de chauve-souris. Il n'y a pas que la fille de la voisine qui a accusé Madame de Montespan d'avoir participé à ces messes noires, il y a eu aussi d'autres femmes qui ont toutes été emprisonnées dans des forteresses, alors que Madame de Montespan, elle, eh bien, elle n'a jamais été inquiétée pour toutes ces histoires-là. Elle a pu continuer sa vie normalement, elle est retournée à la cour grâce à la protection du roi. Le gros problème dans toute cette affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves en fait. Tout ça, ça vient vraiment de témoignages qui sont parfois un petit peu pas très sensés, un petit peu farfelus et qui sont toujours empreints d'énormément de croyances et de mysticisme, etc. Donc c'était vraiment pas facile d'arriver à faire la différence, surtout à propos de ces histoires de messes noires, entre est-ce que c'était la réalité ou des fantasmes. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que la Chambre ardente a auditionné 442 accusés, qu'il y a eu 36 condamnés à mort, 34 bannissements du royaume et 4 condamnations aux galères. Le 22 février 1680, la voisine a été brûlée vive en place de Grève. On dit qu'elle n'a pas formulé de remords ni demandé pardon lors de sa condamnation et qu'elle a aussi refusé de voir le confesseur. Elle aurait même déclaré que seul un miracle pourrait lui échapper l'enfer, mais que c'est quelque chose qu'elle ne souhaitait même pas parce que je ne puis trop souffrir pour tout ce que j'ai commis. Madame de Sévigné était présente lors de l'exécution et elle l'a décrit dans une lettre à sa fille dont je vais vous lire un petit extrait.
À 5 heures, on la lia et avec une torche à la main, elle parut dans le tombereau habillée de blanc. C'est une sorte d'habit pour être brûlé. Elle était fort rouge et l'on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le crucifiait avec violence. Nous la vîmes passer à l'hôtel de Sully. Madame de Chaulnes, Madame de Sully, la comtesse de Fiesque et bien d'autres. À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable, et à la grève, elle se défendit autant qu'elle le put de sortir du tombereau. On l'en tira de force. On la mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer. On la couvrit de paille. Elle jura beaucoup, elle repoussa la paille 5 ou 6 fois, mais enfin le feu s'augmenta, et on l'a perdue de vue, et ses cendres sont en l'air présentement. Environ 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 1709, le roi Louis XIV a fait brûler toutes les pièces qui étaient dans le dossier concernant l'affaire des poisons, parce qu'il estimait que cette affaire-là devait tomber dans l'oubli éternel. Heureusement, certains doubles avaient été faits et ont été conservés ailleurs, ce qui a permis plus tard de pouvoir retracer toute cette histoire. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette histoire-là, c'est que la voisin, elle était finalement la confidente de plein de personnes quand même très haut placées. Parce que malgré le côté un peu occulte, mystique, etc., c'était la personne à qui on allait confier plein de secrets et elle était au courant d'énormément de choses qui se passaient, que ce soit les liaisons entre les personnes, les amours, les haines, etc. Elle était vraiment comme aux premières loges pour savoir toutes ces choses-là. Ça me fait un petit peu penser à Raspoutine qui était extrêmement proche aussi du pouvoir en Russie. C'est des personnes comme ça un petit peu mystiques, un peu ésotériques, mais qui finalement sont vraiment liées à la politique et à l'histoire même de leur pays. Sinon, pour en revenir à ces crimes, ce qu'on peut dire sur la voisin, c'est que, à la fois de par les témoignages, mais aussi de ses propres aveux, on voit bien que c'est quelqu'un qui était tout à fait consciente de ce qu'elle faisait et qui n'a jamais éprouvé le moindre remords, donc elle a participé à la mort de plein de personnes, mais ça lui a pas posé de problème, ça semblait vraiment être quelqu'un d'assez horrible puisqu'elle a totalement marchandé des actes hyper morbides uniquement pour sa richesse personnelle. D'ailleurs, moi je me posais la question de savoir si on peut la considérer comme une tueuse en série puisque elle a donné le poison à plein de personnes en sachant que ça allait entraîner la mort. Alors effectivement, elle a été un intermédiaire, c'est pas elle qui a versé le poison, mais elle en est pas moins responsable quand même. Et bien que ça ne colle pas, je sais très bien que ça ne colle pas à la définition du tueur en série qu'on peut avoir aujourd'hui, je trouve que ça mérite quand même la réflexion dans le cas d'une personne comme ça qui, comme je vous l'ai dit, elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle savait très bien que quand elle donnait du poison à telle personne, elle allait entraîner la mort, souvent elle savait de qui. Donc je sais pas trop comment on peut la considérer, mais c'était plus qu'une simple sorcière qui préparait des petites potions dans son coin, enfin, en tout cas moi je trouve. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Quand je faisais mes recherches, j'ai vu que la saison 2 de la série Versailles parle un petit peu de l'affaire des poisons et de Madame de Montespan, de la voisin, etc. Du coup, moi j'ai pas vu cette série, mais si certains d'entre vous l'ont vue, dites-moi dans les commentaires si c'est intéressant ou pas que je la regarde. Parce que du coup j'hésite à me lancer là-dedans, j'ai tellement de trucs à faire et à regarder, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche afin de recevoir des notifications. Moi comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3